Bon après-midi tout le monde et bienvenue à la Faculté des sciences de l'éducation et bienvenue au colloque sur les identités linguistiques dans les provinces maritimes. Avant de commencer le colloque, je voudrais faire quelques annonces pour un suivi du colloque de ce matin. Nous avons omis de mentionner qui était le comité organisateur et les membres du comité organisateur, donc j'aimerais souligner ça. Donc, membre de la Société historique acadienne qui a eu l'idée et l'initiative d'organiser le colloque sur la dualité linguistique, il y a Jean Ladouceur, qui est le président de la Société, Raymond McLaughlin, qui faisait partie du comité organisateur aussi, et Jean Daigle. Claudette Lavigne était la représentante du district francophone sud dans le comité organisateur. Et pour la faculté, il y avait l'étudiant au doctorat Luc Leblanc et moi-même, Marianne Cormier. Je voudrais faire un remerciement spécial au district francophone sud pour sa contribution financière au colloque. C'est eux qui ont défrayé la belle pause santé de ce matin. Donc, nous voudrions les remercier pour ça. Et les remercier aussi d'avoir libéré une vingtaine d'enseignants pour participer au colloque, aux deux colloques de la journée. J'aimerais aussi remercier le Centre de recherche et de développement en éducation qui filme les deux colloques en entier et qui va mettre l'intégrale des deux colloques sur leur site web. Donc, le Centre de recherche et de développement en éducation, c'est un centre qui appartient à la Faculté des sciences de l'éducation et je voudrais vous remercier de votre collaboration aussi aujourd'hui. Bon, alors là, je veux juste dire quelques mots pour mettre la table pour le colloque de cet après-midi sur les identités linguistiques. Le rapport à l'identité linguistique et le sens d'appartenance à un groupe se définissent à partir de divers éléments, dont les pratiques sociales et les rapports de pouvoir dans la société. Le rapport à l'identité n'est ni linéaire, ni statique. Comme le précise Lamoureux et Cotnam, l'identité se construit et se reconstruit la vie durant lors de contacts avec de nouvelles personnes ou lorsque l'on change de milieu. Fin de la citation. Autrement dit, l'identité n'est pas immuable, mais elle se construit à travers les activités de chaque individu, ce qui donne lieu à une individualisation des parcours et par conséquent à de multiples profils identitaires. Il va sans dire qu'à l'heure actuelle, les frontières linguistiques sont poreuses et les jeunes semblent les traverser de manière spontanée et fluide. Les écoles de langue française dans les provinces maritimes ont un double mandat qui se définit premièrement par une éducation de qualité et ensuite par une contribution à l'épanouissement de la communauté minoritaire. Avec le lancement de la politique d'aménagement linguistique et culturel du Nouveau-Brunswick, le ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance énonce la double mission du système éducatif acadien et francophone du Nouveau-Brunswick comme suit. Le système éducatif acadien et francophone assure à chaque individu, de la petite enfance à l'âge adulte, des apprentissages de qualité qui contribuent à sa réussite éducative et au développement de son identité linguistique et culturelle. Fin de la citation. Or, les communautés francophones des provinces maritimes vivent des transformations profondes sur les plans culturels, économiques, démographiques et politiques. Changements qui ont un impact sur le rapport à l'identité des jeunes. La mondialisation et le statut prestigieux planétaire de l'anglais ne sont pas sans influence auprès des jeunes qui fréquentent les écoles de langue française de nos provinces. Par ailleurs, les communautés francophones reçoivent chaque année des immigrants à provenance surtout de pays non européens. Si ces derniers sont perçus comme une solution pour pallier la baisse démographique francophone, ainsi qu'une source de renouvellement pour les communautés, certains défis quant aux facteurs identitaires émergent, car la diversité culturelle peut interférer dans la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance commun. Dans ce contexte de mondialisation et de mouvance, il convient de se poser des questions sur la question identitaire. Quel sens les jeunes donnent-ils à leur rapport à l'identité et à la langue? Étant donné que leur processus de construction identitaire ne se vit pas
tous de la même façon et leurs trajectoires sont uniques, comment arrivent-ils à se forger une place dans leur communauté? Quelle place les acteurs scolaires accordent-ils à l'identité et à la langue dans un contexte de plus en plus multiculturel? Ce colloque se veut une amorce de réflexion basée sur la présentation de travaux de recherche des étudiantes et étudiants de cycle supérieur sur ces processus et trajectoires identitaires linguistiques chez les jeunes, de même que les réalités qu'ils posent aux acteurs scolaires. Alors, je vous invite à écouter nos présentations de cet après-midi. Nous allons fonctionner de la façon suivante. Nous allons avoir des présentations de 15 minutes et je vais faire le signal aux personnes. C'est moi qui vais faire la modératrice et la méchante. Et je ferai signal comme ça quand il y aura 5 minutes de reste, 2, 1, puis après ça, on va dire au technicien de couper le son. Donc, nous aurons 3 présentations de 15 minutes. Par la suite, nous aurons une période de discussion et ensuite nous aurons une pause. La pause n'est pas, il n'y a pas rien de fourni cet après-midi. Ce sera simplement une pause et pas une pause santé. Et puis après, il y aura 3 autres communications suivies d'une période de discussion et à la fin, pour compenser le vide de la pause, nous aurons un vin fromage pour clore le colloque et pour poursuivre la discussion davantage. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre première étudiante au doctorat, qui a aussi été directrice de l'éducation du district, c'était du district 1, n'est-ce pas? C'est ça, pour penser à l'histoire. Il y a eu des changements récents. Donc, la première communication, c'est Hélène de Varenne, qui est étudiante au doctorat à University of New Brunswick. Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être ici. Quand l'opportunité s'est présentée pour moi de faire un doctorat à UNB, j'ai dit oui, ayant pas mal fait tout ce qu'on peut faire en éducation, mais la francophonie me tient encore à cœur. Mon projet de recherche s'inscrit dans une initiative pan-canadienne avec les Premières Nations. Donc, je travaille dans trois écoles qui sont dans des communautés de Premières Nations à travers le Canada. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de luttes qui ressemblent aux nôtres. Puis, ce sont des expériences sans prix, mais qui m'amènent toujours à réfléchir à ce que ça veut dire être francophone. Donc, ma présentation aujourd'hui va porter sur qu'est-ce que les parents veulent pour leur enfant, quelles sont les pratiques parentales qu'ils adoptent pour aller vers ce rêve qu'ils ont pour leurs enfants, pourquoi il y a certaines pratiques qui semblent être favorisées à l'école, ou on pourrait même dire qu'on discrimine à l'école certaines pratiques parentales. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous en milieu minoritaire? Alors, c'est ça que je vais faire lors de ma présentation. Je pense qu'on peut affirmer avec certitude que tous les parents, généralement, veulent que leurs enfants soient heureux et épanouis. Et j'ai choisi une photo qui nous ramène dans le temps, parce que ça a été le rêve universel de tous les parents. Puis quand on regarde notre propre histoire en termes de dualité, on voit qu'on a grandi dans certaines choses. Par contre, on a aussi appris beaucoup de choses au sujet de comment est-ce que les pratiques parentales influencent le succès scolaire. Puis je pense qu'il faut mettre à profit ces recherches-là si on veut réellement que notre communauté francophone grandisse. Donc, si tous les parents ont le même rêve, les pratiques parentales pour y arriver sont différentes. Et je vais vous inviter, pendant les prochaines diapos, de voir où est-ce qu'on se situe, nous, comme parents. Ici, on a des enseignants, des futurs enseignants, des leaders de la communauté. Donc, nos pratiques sont peut-être différentes de familles qui sont plus défavorisées au niveau socio-économique. Moi, j'ai choisi dans ma recherche de regarder les pratiques parentales sous le prisme du capital culturel. Les choses qu'on sait déjà, qu'on accepte généralement,
c'est que les expériences de la petite enfance, c'est vraiment un tremplin qui va venir limiter ou libérer le potentiel de chaque enfant. On accepte ça assez généralement. Ce qu'on veut voir, c'est quelles actions qu'on peut prendre spécifiquement pour s'assurer que ces expériences-là vont réellement libérer le potentiel de chaque enfant. Je pense que Marianne l'a rappelé, la vision de la PAC, de notre politique d'aménagement linguistique et culturel, c'est réellement de s'assurer que chaque individu, chaque enfant qui nous est confié, qu'on va développer son plein potentiel pour ensuite qu'il puisse contribuer à la société francophone du Nouveau-Brunswick et du Canada et du monde. Le capital culturel. Peut-être la meilleure façon de comprendre le capital culturel, parce qu'on comprend tous c'est quoi le capital économique. Alors, c'est une ressource qu'on a, le capital économique, pour acheter des choses ou un pouvoir d'emprunt, pour pouvoir acheter ce qu'on veut. Le capital culturel, ce sont les ressources qui vont venir appuyer ou non la réussite de chaque enfant. Ça, c'est la version extrêmement courte. C'est un héritage de ses parents, de son milieu où est-ce qu'on grandit. Alors, on a certaines ressources qui vont faire que la minute que je mets les pieds à l'école ou dans un milieu de garde, je suis un leader là, même si j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, où je vais avoir tendance à suivre les autres, moins prendre ma place. Un peu de théorie. J'ai pris une seule diapo. Bourdieu, un chercheur de la France, dit que la reproduction sociale, par la reproduction sociale, on continue de reproduire des inégalités. Ça veut dire que l'individu, où ce qu'il est né, où ce qui est socialisé, la façon qui est élevée, ben, ça devient sa zone de confort. Ça marque aussi ses attentes qu'il a envers lui-même. Ce qui fait qu'on continue à reproduire, si je viens d'un milieu socio-économique défavorisé, ben, ma zone de confort, elle est là. Puis c'est pas, ceci en général, c'est pas toujours. Annette Larreau, une chercheure qui a pris le concept de capital culturel, qui a voulu l'appliquer à l'école. Alors, elle a fait une recherche très poussée sur différentes familles venant de différents milieux socio-économiques. Puis ce qu'elle a trouvé, c'est les parents de classe moyenne à supérieure pratiquaient ce qu'elle appelle l'apprentissage concerté, c'est-à-dire que les parents vont activement développer des stratégies pour que l'enfant puisse se développer au niveau cognitif, social, au niveau du langage, etc. Elle a trouvé que les parents de niveau socio-économique défavorisé pratiquaient plutôt le développement naturel. Il y a des règlements, les deux types de parents aiment leurs enfants, puis il y a des règlements, mais il y a beaucoup plus de temps libre. Les prochaines diapos, je vais vous amener dans un voyage qui va expliquer un peu c'est quoi l'apprentissage concerté et les conséquences, et c'est quoi le développement naturel, et comment est-ce que les systèmes éducatifs répondent à ceci. Donc, l'apprentissage concerté, ici, on voit les deux enfants jouer dans l'eau. Pour l'enfant, sous l'apprentissage concerté, c'est une activité structurée. Alors, des cours de natation, il y a des niveaux, etc. Pour l'enfant dont les parents pratiquent le développement naturel, plus de temps libre. Une façon de voir les choses. Alors, qu'est-ce qui arrive au quotidien? Encore une fois, beaucoup d'apprentissage structuré. On jongle avec des horaires, que ce soit la musique, le sport ou d'autres apprentissages, d'autres activités structurées, versus beaucoup plus de temps libre pour jouer et regarder la télévision. Alors, les enfants dont les parents pratiquent le développement naturel ont plus de temps à regarder la télévision, plus de temps pour jouer, moins d'activités structurées. À l'école, le personnel enseignant, à cause de la force de structure, c'est pas une critique, là, mais c'est la force de la structure, il y a une structure, il y a des horaires, les activités sont structurées. Donc, si je reviens à Bourdieu qui dit « Notre zone de confort est décidée dès la petite enfance », il devient évident que pour l'enfant dont les parents pratiquent le développement naturel, c'est un peu étrange ce monde ici où j'ai un horaire à suivre. Il y a des activités structurées. Pour l'enfant dont les parents pratiquent l'apprentissage concerté, c'est un endroit beaucoup plus naturel. Donc, juste cette adaptation-là, déjà explique une différence. Le rapport à la langue, ça c'est quelque chose qui nous intéresse, évidemment, à cause de notre milieu minoritaire. Les enfants de parents dans l'apprentissage concerté font la lecture à leur enfant. Beaucoup de livres sont lus avant l'âge de 5 ans. Plus que ça, ils utilisent la langue comme outil,
comme outil d'expression, comme outil de négociation. Puis pour ceux d'entre nous ici qui sont parents, je nous mettrai au défi parce qu'on appartient à cette classe moyenne ou supérieure, nos enfants apprennent très vite à négocier avec nous parce que c'est ce qu'on leur apprend. Ils sont bons négocieurs, très bons. Il y a moins de ce développement de langage chez les enfants qui pratiquent le développement naturel. Alors ici, j'ai choisi cette photo-là parce que si ce père de famille a amené sa petite fille voir une parade, ben, spontanément, moi, comme parent, ce que je vais faire, c'est « As-tu vu ça? Qu'est-ce que tu préfères? Quelle couleur? » Puis on dit toujours, on joue avec la langue pour développer cognitivement notre enfant. C'est presque instinctif. Ce qui n'est pas le cas chez les parents qui pratiquent le développement naturel. Il y a beaucoup, la langue est utilisée comme un outil de fonction. C'est fonctionnel. Donc, pour donner des directives, etc. Mais beaucoup moins pour discuter, négocier, pour lire des livres. Qu'est-ce qui arrive à l'école? Ben, à l'école, ça prend de fortes habiletés langagières pour réussir. Aussi pour développer son identité, parce qu'on veut mettre des mots à qui ce qu'on est. On a entendu ce matin, les personnes qui ont parlé savaient mettre les mots pour négocier et pour défendre qui ils sont. Je vais dire qu'ils étaient, ils sont encore là. Qui ils sont, pour défendre leur cas. Alors, c'est important pour réussir à l'école et dans la société. On parle aussi des interventions auprès des institutions. Les parents d'apprentissage concerté, donc le papa avec sa petite fille, il est très à l'aise d'arriver à l'école, de discuter, parce qu'on parle le même langage. Il ne faut pas oublier que les personnes qui décident des principes de comment est-ce qu'on va élever un enfant, ben, ce sont les médecins, les éducateurs, les psychologues, tous des gens quand même de la classe moyenne ou supérieure. Les parents qui pratiquent le développement naturel sont moins à l'aise dans cette structure-là, qui peut être assez difficile parce qu'on peut utiliser des mots parfois sans le vouloir que les parents ne comprennent pas. Donc, plus facile d'éviter la rencontre parent-maître que toujours être dans un milieu où je ne suis vraiment pas à l'aise. Le résultat, c'est que les parents qui pratiquent l'apprentissage concerté ont beaucoup plus de succès quand ils viennent intervenir auprès du personnel enseignant. Puis ça, là, je parle de l'école, mais c'est vrai pour la santé, pour le développement social, pour toutes les structures qu'on a en société. Il y a un prix à payer. Alors, les parents d'apprentissage concerté, vous serez probablement d'accord, les enfants sont plus souvent anxieux à cause des horaires auxquels on impose. Les enfants de développement naturel passent beaucoup plus de temps avec leurs frères, sœurs, cousins, cousines, avec la famille élargie. Alors, ils sont plus, moins peut-être d'anxiété quand ils sont jeunes. Mais de l'enfance à l'âge adulte, les jeunes adultes d'apprentissage concerté se taillent rapidement une place dans la société parce que c'est leur monde, c'est notre monde. Les enfants de développement naturel font rapidement face aux mêmes défis que leurs parents. Des défis économiques, il y a plus de grossesse à l'adolescence, etc. 5 minutes? OK, je suis bonne. Merci. Alors, l'école, finalement, puis la société en général, reflète les valeurs de la classe moyenne. Dans mon projet de recherche à moi, c'est extrêmement intéressant parce que je travaille avec les Premières Nations. Je fais juste cette parenthèse-là. Il y a des directions qui sont de Premières Nations qui ont trouvé des façons novatrices de mettre leur culture avec ce système d'école ici auquel on connaît et qu'on doit passer au travers si on veut continuer notre éducation. Une des conséquences, c'est un sentiment émergent chez l'enfant d'avoir droit au meilleur. Nos enfants ont l'impression qu'ils ont droit au meilleur. Puis on nourrit ça. Les enfants de développement naturel, puis on pourrait parler aussi des nouveaux arrivants, des enfants de différentes cultures. Il y a un sentiment de vivre dans un monde qui est imprimé de contraintes et de restrictions parce qu'il y a un écart entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans ce monde ici à l'école. Le danger de tout ça, premièrement, c'est sûr qu'on valorise les pratiques associées à l'apprentissage concerté, mais les pratiques liées au développement naturel, aux familles qui ont différentes cultures, sont souvent jugées comme étant un désintérêt ou un manque d'engagement de la part des parents. Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas leur zone de confort. Alors, c'est à nous de s'assurer qu'on est très accueillants. Tous les parents sont impliqués dans l'éducation de leur enfant, sans exception.
Mais les parents dont la culture et le capital culturel se rapprochent de l'organisation du milieu éducatif de leur enfant s'impliquent plus naturellement dans son éducation formelle, donc dans l'école, en entretenant des attentes élevées pour ce dernier. Dans la PALC, on redit et redit l'importance du rôle des parents. Et ça, c'est vraiment intéressant. Une de mes phrases préférées dans la PALC est la suivante. Les apprentissages faits durant ces premières années ainsi que les contextes dans lesquels sont effectués ces apprentissages sont déterminants. Donc, pas seulement pour son épanouissement à lui, mais aussi pour toute la communauté. Alors, quand on regarde la PALC sous le prisme du capital culturel, pour équilibrer les forces en présence, donc les parents qui pratiquent l'apprentissage concerté versus les parents qui pratiquent le développement naturel, il y a des choses que l'on peut faire. Et ça, c'est des choses qui sont différentes recherches, différents projets qui ont été, je résume très rapidement. Alors, par exemple, reconnaître l'importance de l'engagement au-delà de la participation des parents. Comment est-ce qu'on fait pour susciter un réel engagement? Le rapport positif avec la langue. La langue doit réellement devenir un outil d'expression. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est à travers peut-être le théâtre, les débats et aussi les cours de philosophie pour enfants où est-ce que les parents, les enfants apprennent à s'exprimer. Si on veut réellement développer le plein potentiel de tous les enfants, donner une chance égale à tous les enfants, c'est très important. Un autre projet qui a eu du succès en Nouvelle-Zélande avec les aborigènes là-bas, c'est d'expliquer le langage d'apprentissage aux parents. Souvent, les parents sortent de la rencontre parents-mères et n'ont pas vraiment compris ce qu'il faut faire. Alors, il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Et d'autres façons de faire ça. Donc, je résume, on a un rêve collectif, individuel. Les parents veulent le meilleur pour leur enfant. On a un rêve collectif comme société. On veut que notre société francophone continue à s'épanouir. Ça commence dès la petite enfance. On a des parents qui ont des pratiques parentales qui ressemblent à l'apprentissage concerté, d'autres au développement naturel. Il faut s'assurer de développer la langue comme outil, vraiment accompagner les parents et les enfants tout au long de leur cheminement scolaire, afin que tous les enfants aient les mêmes chances face à la réussite éducative. Merci. Merci, Hélène. Je vous rappelle, nous aurons une période de discussion après 3 communications, donc gardez vos questions, vous pourrez les poser. Je vous présente maintenant Mary McPhee, qui est étudiante au doctorat à la University of Prince Edward Island. Je te cède la parole. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici, de parler avec vous de mon intérêt et ma recherche de dissertation que je vais faire à l'Université de Prince-Édouard. Est-ce qu'on est bien? Ah bon. Alors bonjour. Moi, c'est vraiment bien que je vais vous parler tout de suite après parce que je suis parent anglophone des enfants qui sont dans une école française, francophone à l'île de Prince-Édouard, à Charlottetown. Et la raison pour laquelle je suis un parent anglophone qui a des enfants dans cette école, c'est parce que ma mère, qui est née à l'île, à l'ouest, est née francophone. Mais elle et ses 14 frères et sœurs ont perdu leur langue parce qu'ils étaient scolarisés en anglais, parce qu'il n'y avait pas d'école en français. Puis, moi, je suis en train de réclamer la langue pour mes enfants. Alors, je suis acadienne anglophone et fière de l'être, mais j'aimerais moins avoir mon accent anglophone quand je vous parle aujourd'hui, mais c'est ça que je suis. Alors, je suis ici aujourd'hui. Alors, le sujet qui m'intéresse, bien sûr à cause de ma situation personnelle,
c'est les parents non francophones qui ont les enfants dans les écoles minoritaires françaises. Mon mari est anglophone et il comprend peut-être 2000 mots en français parce que j'ai élevé mes enfants en français dans ma langue deuxième. Alors, c'est vraiment notre cas personnel. Mais ce que je vous présente aujourd'hui vient d'une étude pilote que j'ai faite en 2012 avec l'appui de mon superviseur, le Dr. Miles Turnbull, et bien sûr avec Marianne Cormier aussi. Alors, comment vous parler aujourd'hui? J'ai réfléchi et j'ai dit la meilleure façon, c'est de parler de la recherche que j'ai déjà faite et qui est très similaire à la recherche que j'espère faire et commencer dans les semaines qui s'en viennent. Alors, je vais commencer ici avec le contexte. L'engagement des parents est l'un des indicateurs les plus importants pour la réussite scolaire des enfants, sociale et scolaire. C'est encore plus important lorsqu'il s'agit de l'éducation dans une langue minoritaire. Là, les parents doivent en plus avoir une valeur pour l'éducation, c'est pour la langue. Les démographiques démontrent qu'il y a de plus en plus d'enfants anglo-dominants et enfants non francophones qui sont dans les écoles, pas juste à l'île du Prince-Édouard, mais partout au Canada. On voit aussi que à peu près une demi des enfants viennent des couples exogames dans les écoles minoritaires françaises. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de non francophones, les parents non francophones qui sont là, impliqués ou non. Et c'est vraiment important de comprendre leur réalité. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de diversité linguistique et culturelle dans toutes les salles de classe et bien sûr dans les écoles françaises aussi. Alors, le but de cette étude pilote, c'était vraiment de voir ce qui se passait avec la francisation et j'ai pu parler avec les parties prenantes, soit les parents dans une école, les enseignantes dans cette même école et les directions d'école dans 5 des 6 écoles à Lille. Il y en a 6 chez nous. Alors, les questions de recherche qui ont guidé cette recherche, c'était quelles étaient les croyances et les expériences des parents. Pourquoi ils ont choisi une école française? Comment est-ce qu'ils étaient engagés ou pas engagés dans l'éducation des enfants? Et est-ce qu'il y avait des défis ou barrières? Et est-ce que les parents avaient des recommandations? Comment faire face aux défis? Alors, comme méthodologie, c'était une étude de cas d'une école avec des méthodes mixtes. Alors, j'ai eu un sondage qui a été complété par 15 parents, qui est bien parce que l'école avait 38 familles. Alors, ça a donné quand même une bonne taux de réponse de 42%. J'ai pu faire une entrevue, un groupe de discussion avec 6 parents et une autre discussion avec 7 enseignants et une maîtresse de langue dans l'école et une troisième entrevue avec les directions des écoles. Et j'ai fait un deuxième stage de recherche quand j'ai fait des entrevues plus en profondeur avec les parents individuels. Ces 5 parents ont représenté les parents avec un enfant typique, un parent avec un enfant avec des besoins spéciaux, puis un autre qui avait besoin de francisation parce qu'il a transféré dans l'école en 5e année. Et dans cette école, c'était vraiment une minorité parce que vous pouvez voir ici, 50% des élèves dans cette école venaient des familles avec des parents qui ne parlaient pas le français du tout, et l'autre demi venaient des couples exogames. Alors, si vous faites la maths, c'est 75% des parents non francophones dans cette école. Alors, ça, c'est pas le cas partout, mais à Lille, c'est pas mal extrême, et ça vaut la peine de connaître bien cette situation. Et même si c'est 5% ou 15% ou 20% des parents, ils sont importants. Alors, les résultats de cette première étude ont montré que dans les entrevues, on voit que le bilinguisme était très important pour tout le monde. Ils voulaient avoir des enfants bilingues. Le sondage a montré que le bilinguisme était la raison la plus importante, suivie par des meilleurs emplois plus tard dans la vie. Mais les parents voulaient aussi que les enfants soient capables en français pour voyager à cause de leur patrimoine acadien et autres. Mais intéressant pour moi, en écoutant ce qu'on a entendu ce matin, c'est que certains parents ont choisi une école française parce qu'il y avait un service de garde pour les enfants dans la communauté. C'était pas disponible en anglais, mais c'était là en français.
Alors, quand les parents voient que ça va bien, les enfants prennent bien en français, ils ont décidé de rester dans cette école-là et voir il y avait de bons résultats. Qui sont ces parents-là? Presque tous utilisent l'anglais pour communiquer avec les enseignants et le personnel à l'école. Il y en avait une qui, comme moi, a appris le français comme adulte et elle parlait toujours en français. 3/4 prévoient et veulent que l'enfant va graduer en 12e année, mais il y avait plusieurs dans le sondage qui ont répondu qu'ils voulaient avoir plus d'accès aux programmes académiques, activités sportives et culturelles dans les écoles anglaises plus tard pour leurs enfants. Et je pense que le 3e point, c'est probablement le plus important, ces parents comprennent très peu. Alors, quand ils se sont auto-évalués, le M veut dire le moyen. 2, c'était les parents qui ont dit qu'ils comprennent ce qu'ils entendent ou lisent entre 1 et 25%. Le 3, c'était moins qu'un demi. Ce qu'ils lisent ou ils entendent était quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Alors, ces parents ont beaucoup de misère à comprendre en français. Mais pourtant, ces parents avaient des expériences super positives. Vous pouvez voir ici qu'ils ont aimé la qualité de l'enseignement, ils adoraient les enseignants et surtout, ils étaient contents parce que les enseignants étaient prêts à parler en anglais avec eux pour expliquer le progrès des enfants, les besoins, les programmes. Et j'ai laissé le 2e commentaire en anglais pour garder la voix de ce participant. Mais il y avait aussi des expériences négatives pour ses parents et c'était aussi avec la communication, les communications qui venaient de l'école. C'était des fois pire d'essayer d'utiliser Google Translator pour traduire et essayer de comprendre la traduction que de déchiffrer les mots qu'ils connaissaient en français. C'était beaucoup de temps entre les mots et chercher les accents et essayer de traduire. En bas, ici, vous pouvez voir que les parents ont trouvé que ça prend énormément d'efforts, plus qu'ils pensent que c'était nécessaire pour faire dans leur langue maternelle. Et les expériences négatives n'étaient pas à l'école, c'était à la maison ou dans la communauté avec les gens qui ne sont pas d'accord avec l'argent dépensé sur une école française. Et ces parents doivent faire face aux commentaires négatifs. Et comment est-ce que ces parents sont engagés, leurs croyances? Vous pouvez voir qu'en haut, 4 était le maximum. Ces parents étaient très engagés et voient la valeur d'être engagés. Mais en descendant la liste, là où on parle de la lecture, vocabulaire, médias ou activités en français, là où on veut pratiquer la langue, les parents étaient beaucoup moins capables. Ils ne pouvaient pas mettre autant de temps avec ces activités-là. J'ai aussi parlé avec des enseignants. Premièrement, à propos de la francisation, ils ne comprenaient pas exactement c'était quoi. Certaines pensaient que c'était quelque chose pour le préscolaire à la 2e année. D'autres pensaient que c'est quelque chose qui continue tout au long jusqu'à 12e année. Mais vous voyez le besoin de la francisation, surtout avec une initiative à Lille pour ouvrir les portes et inviter tous les enfants, si les parents veulent que les enfants deviennent bilingues. Les enseignants étaient tous d'accord qu'on a besoin de développer la littératie des enfants. S'ils venaient d'une famille avec francophone ou non, il y a un manque de vocabulaire riche dans leurs environs et on a besoin de travailler le vocabulaire et terminologie pour être capable de lire les textes écrits pour français majoritaire. Ils encouragent le français en dehors de la salle de classe et vous voyez que parce que les gens étaient acadiennes et fiers de l'être, ils ont vraiment voulu apprendre le français. Les enfants utilisaient le français partout. Ils croient que les motivations des parents pour apprendre le français par les enfants, c'était avoir des meilleurs emplois, pour voyager à cause de leur patrimoine et aussi pour les petits nombres dans les classes, entre 9 et 15 enfants dans les classes. Et ils croyaient que les parents étaient très importants. Et les directives ont dit, les directions aussi, elles avaient les mêmes différentes définitions pour francisation,
mais ils avaient un intérêt et un grand besoin pour la francisation. Et cette année, il y a un nouveau programme de francisation qui a démarré à Lille. Alors, il y a une personne responsable dans chaque école qui s'occupe de la francisation. La direction voit aussi un grand besoin pour la formation des enseignants qui enseignent dans une situation minoritaire qui est tellement différente d'une situation majoritaire. Mais tous les enseignants et les directions sont occupés. Alors, ils voient ça comme une responsabilité partagée entre les trois maisons, écoles et communautés, et où prendre le temps vraiment pour travailler avec les parents. Comment bien faire ça? Un commentaire que je vois très important, c'est que les directions voient que quand les enfants arrivent et ils ont une forte compétence linguistique dans la langue anglaise ou la langue maternelle, il y a un transfert linguistique qui se passe et ça facilite l'apprentissage et l'éducation en français. Les parents ont remarqué la même chose à l'envers. Quand l'enfant a appris la lecture en français, ils ont tout de suite pris les livres en anglais et commencé la lecture. Alors ça, c'est vraiment important que la littératie dans toutes les langues est important. Mais les directions veulent maximiser le français, mais aussi garder un respect pour les parents bilingues ou les anglo-dominants dans ce cas-ci. Alors ici, c'est juste l'initiative de marketing de commission scolaire du Prince-Édouard. Alors je vais terminer ici avec quelques recommandations que les parents ont faites. Si c'est possible pour les commissions scolaires de faciliter la communication avec des notes qui peuvent être traduites en anglais, ça aide beaucoup. Un parent a dit, je ne savais pas si envoyer une serviette veut dire un napkin ou un beach towel. Alors c'était comme, est-ce qu'on va à la plage ou qu'est-ce qu'on fait avec la serviette qui était demandée? Alors, si vous pouvez expliquer à nous comment traduire ou des bons programmes pour traduire les notes. Et aussi, si c'est possible d'avoir des rencontres qui se passent en anglais, pas comme nécessairement bilingue pour angliciser les activités des autres francophones, mais si on peut avoir comme une rencontre dans une autre salle à part qui se passe en anglais, qui peut informer les parents, parce que si les parents veulent être impliqués et veulent aider, et le plus qu'ils connaissent, le mieux ils peuvent aider. Si on peut avoir un sous-comité de parents non francophones, par exemple, ou jumeler des parents avec un francophone qui peut répondre à leurs questions. S'il y a un programme qui peut aider avec la prononciation à la maison, parce que les parents ne veulent pas mal prononcer les mots et mal guider les enfants. Et bien sûr, si on offre un service de garde des enfants, c'est plus facile pour tous les parents d'arriver aux rencontres. Alors, la recherche que j'ai faite dans cette étude et qui, j'espère, s'en vient dans quelques semaines avec l'approbation de la commission scolaire chez nous, ça nous permet de connaître les clients et on voit de plus en plus de parents non francophones. Ça nous permet de répondre aux défis et les besoins des parents parce que les parents peuvent aider, ils peuvent vraiment aider à construire les ponts vers le développement langagier du français. Et on sait aussi qu'il y a plus que les groupes exogames. Il y a beaucoup de différents types de non-francophones qui sont présents. Malgré, je dis ça, mais ils n'étaient pas présents dans mon petit échantillon, mais on a des immigrants et allophones, différents types de parents non-francophones. On a eu, moi, dans mon rapport écrit, il y a une liste beaucoup plus longue, et vous pouvez le voir ça sur le site web de Marianne, les mots pour grandir, que je pense que ça va être placé là bientôt. Mais il y a beaucoup de recommandations que les parents font pour aider eux à aider les enfants. Et on sait que la francisation est vraiment au début à Lille, dans le sens d'avoir un programme comme tel. Mais c'est important et bien apprécié. Alors, c'était un petit projet pilote. C'était un petit échantillon très homogène. Et dans ce petit groupe, il y avait un manque de différents types de parents non francophones. Mais j'ai déjà envoyé ma demande à la commission scolaire. Vous pouvez voir le petit pancarte de commission scolaire de langue française. Alors j'attends bientôt une réponse d'eux que je peux commencer ma recherche. Et j'aimerais aller dans les 6 écoles et avoir le sondage et des entrevues avec les parents non francophones à Lille, puis avoir plus d'informations à partager la prochaine fois que je vais parler avec vous. C'est tout.
maintenant le plaisir de vous présenter Rachel Gauthier et je vais me permettre un petit commentaire parce que Rachel a commencé son doctorat l'an dernier à l'University of Prince Edward Island, mais il y a quelque chose qui l'a interpellée qu'elle voulait écrire sa thèse à l'Université de Moncton. Donc elle est maintenant étudiante au doctorat à l'Université de Moncton. Rachel? Bonjour. Ça va prendre un instant. Bon, merci Marianne et ça me fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Je m'appelle Rachel Gauthier, comme Marianne vient de dire, je suis une étudiante au doctorat à l'Université de Moncton. J'ai gradué de l'Université de Moncton en 1993 avec mon bac en éducation, donc ça me fait chaud au cœur un peu de revenir ici aujourd'hui en tant qu'étudiante au doctorat. Je travaille aussi depuis 20 ans à la Commission scolaire de langue française à l'île du Prince-Édouard en tant qu'enseignante et pour les 10 dernières années, je suis une direction d'école. Donc, je connais très bien le système d'éducation en milieu minoritaire et je pense que je connais bien ses buts et ses défis aussi. Lors des prochaines quelques minutes, je vais vous présenter des éléments de mon parcours identitaire puisqu'il est ancré dans la francophonie minoritaire et intimement lié à la frontière vraiment qui existe entre la société anglophone et la société francophone. Ma communication sera un genre de deux récits qui inclura mon grand-père, ma fille et moi. Mais le récit sera entremêlé de concepts théoriques qui m'ont aidé à mieux comprendre mon vécu culturel et linguistique en tant qu'Acadienne à l'île du Prince-Édouard. Mon but vraiment avec tout ça est de créer des liens importants entre ces expériences et mon étude proposée, qui vise à mieux comprendre les élèves qui ont le développement identitaire des jeunes dans les écoles françaises qui ont un lien culturel avec la francophonie, mais qui proviennent du milieu anglo-dominant et pour qui le français n'est pas la langue première. J'ai choisi cette photo comme toile de fond de ma présentation. Je vais avancer. Donc, j'ai choisi cette photo parce qu'on peut y retrouver plusieurs éléments qui symbolisent mon parcours et le parcours des membres de ma famille. Je vous encourage à imaginer comme la rive en avant-plan, que ce soit la francophonie en milieu minoritaire, la rive en arrière-plan est la société anglophone. La rivière, bien sûr, représente pour moi la frontière, mais ce qui importe dans la photo est aussi le pont, la présence du pont. Dans tout ça, vraiment, c'est le pont qui me fascine le plus. Ce lieu de passage permettant le franchissement de la frontière entre les francophones et les anglophones a changé vraiment le parcours de ma famille de façon irrévocable. Pour une raison ou une autre, je me sens poussée à apprendre le plus possible à son sujet. Vraiment, c'est le pont. C'est le pont qui existait pour les Acadiens dans le passé. Aussi le pont qu'on essaie de bâtir vraiment dans nos écoles françaises aujourd'hui. C'est le pont qui m'intéresse en fait. Donc, le récit commence avec l'histoire de mon grand-père. C'est mon grand-père, Alire Galland, un Acadien et un francophone qui a grandi à Rustico, en pleine vue de la frontière entre les deux groupes culturels et linguistiques. Déjà bien avant sa naissance, le pont pour traverser la frontière a été entamé, non pas par les Acadiens, mais par la majorité anglophone.
Les planches bien solides formaient une voie vers l'assimilation pour de nombreux Acadiens. Et j'ai parvenu à mieux comprendre ce processus d'abord en examinant la composition des planches. Donc, vraiment, pour la première planche, c'est justement Pierre Bourdieu qui m'a aidé à mieux comprendre ce que c'était la première planche. La langue française et la culture acadienne, qui auraient dû être des éléments riches du capital culturel des Acadiens, n'ont jamais connu le prestige de la langue et de la culture anglaise. Elles étaient même considérées des obstacles à l'avancement social et économique. Donc, ceux et celles qui voulaient protéger leur langue et leurs coutumes étaient ridiculisés. Et les structures sociales conçues d'une idéologie assimilationniste contribuaient à la construction de ce pont. La deuxième planche est venue vraiment renforcer la première. Le phénomène de l'hégémonie, conceptualisé par Antonio Gramsci, est relié aux luttes de pouvoir qui se produisent lorsque deux groupes culturels et linguistiques sont en contact. Donc, le groupe majoritaire possède plus de pouvoir et met en place des structures qui reproduisent le déséquilibre de pouvoir de génération en génération. Donc, inconsciemment, le groupe minoritaire vient à accepter l'état des choses sans questionner. Les Acadiens qui ont traversé le pont se sont fait dire que c'était bel et bien leur choix et le meilleur choix à faire. Puis en réalité, ce n'était pas eux qui ont choisi, mais le groupe dominant. Le troisième aspect du pont, pour moi, et c'est la façon que je vois ça, le troisième aspect du pont n'est pas nécessairement une planche, il est plutôt comme une couche de vernis, je dirais, qui est invisible et insidieuse, et qui recouvre le tout et qui s'infiltre aussi entre les craques. C'est ce qui a fait en sorte que la traversée du pont a été, pour la plupart, unidirectionnelle. Tos Gutnupkangas, entre autres, nous a conceptualisé le phénomène du silence, qui est composé de la honte, de la culpabilité, de la peine et de l'oubli. Une fois de l'autre côté de la frontière, les Acadiens se faisaient taire par les rapports de force qui continuaient à avoir un impact sur eux. Ils perdaient de vue le pont et ils n'en parlaient pas. Et après une génération de silence, les liens avec leur héritage étaient oubliés, en fait. Donc, c'était très, très difficile de retourner en arrière. Donc, en tant qu'enfant à l'école, mon grand-père, lui, il a traversé ce pont-là. Et selon les conditions que je viens de vous décrire, il a dû traverser en laissant son identité culturelle et linguistique derrière lui. Plus tard, il a eu 10 enfants qui n'ont jamais parlé un mot de français. De ses 40 petits-enfants, il y a une cousine, ma sœur et moi, qui parlent le français aujourd'hui. Mais encore plus que ça, c'était qu'on ne nous parlait pas du fait qu'on était des Acadiens. On ne savait pas qu'on était Acadiens, et nous, on ne questionnait pas ça, on ne le voyait pas. C'est pour ça que ma partie de l'histoire commence vraiment à l'autre côté de la rivière. J'ai appris le français à l'école par le biais du programme d'immersion, comme d'autres enfants de la majorité anglophone. Je ne questionnais pas ma place, car je ne savais pas questionner. Dans ma petite bulle, je ne voyais ni la frontière, ni le pont, ni la rive opposée. Je ne voyais pas ça. Ils étaient cachés de vue. Cependant, j'ai souvent eu des expériences qui m'ont pointé dans la direction de la frontière. Les premières de ces expériences, c'est mon grand-père qui me l'a donnée. Quand j'étais jeune, on allait souvent rendre visite chez mes grands-parents. Et un jour, pas longtemps avant qu'il est décédé, mon grand-père m'a dit « Never forget your French ».
À 12 ans, je n'avais pas compris pourquoi il a voulu me dire ça, mais aujourd'hui je comprends. Il n'a pas pu oublier qu'il était un Acadien, il n'avait pas oublié qu'il était un francophone, même s'il ne pouvait pas l'exprimer. Mon grand-père savait inconsciemment probablement qu'il fallait que je sois conscientisée à la présence du pont. Donc vraiment, les planches que moi j'ai adoptées, vraiment, c'était la première chose que j'ai mise, c'est la conscientisation de Frédéric. Il nous parle de la conscientisation, le fait de pouvoir lire le monde, d'ouvrir grand les yeux pour voir les vraies choses. Le jour que j'ai vu la frontière pour la première fois, un vide est venu s'installer chez moi et j'ai senti la perte de ma langue et de ma culture, même si je ne les avais jamais eues. Mais après avoir fait mon deuil de ça, j'ai aussi vu ce que j'avais à regagner. Donc, je me suis dit, je vais aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, en plus de la conscientisation, j'ai ajouté la praxis. Et avec beaucoup de réflexion et un peu d'action aussi, en mêlant la théorie et la pratique, j'ai pu vraiment traverser le pont dans l'autre sens. Je suis allée voir ce qu'il y avait de l'autre côté, parmi la communauté francophone et acadienne à Lille. Et je peux vous dire que j'y travaille aujourd'hui. Et au début, je me sentais bien accueillie, mais très touriste. Et encore aujourd'hui, je travaille depuis 20 ans dans les communautés acadiennes. Je me sens encore touriste. Mais j'ai pu quand même développer des aspects de mon identité que je vais continuer à développer. Je vais continuer aussi à travailler d'arrache-pied pour la revitalisation de la communauté francophone et acadienne. Je le fais pour moi, je le fais pour mon grand-père, mais je le fais aussi et je vais avancer, pour ma fille Gabrielle. Elle, j'ai choisi de la placer au milieu du pont parce que je souhaite qu'elle développe une identité culturelle et linguistique beaucoup plus intégrée que la mienne. Elle vit dans un environnement anglo-dominant. De son entourage, il n'y a que moi qui lui parle en français. Je sens que si l'école française n'a pas été là pour m'appuyer dans la construction de son identité linguistique et culturelle, je n'aurais pas pu la placer au milieu du pont. Mais quand je l'entends en ce moment, elle est bilingue, elle parle très bien en français. Et je sais que quand elle s'exprime en français, mon grand-père est quelque part là en train de sourire, je suis certaine. Mais c'est ici que mon vécu personnel rejoint ma vie professionnelle et mon sujet de dissertation future. Je crois que pour ma famille, pour d'autres familles comme la mienne, l'école française peut devenir une planche importante dans la voie du retour vers la francophonie, comme les enfants de Mary et comme bien d'autres amis de Prince-Édouard. Ici, c'est l'école Saint-Augustin, là où je travaille depuis 10 ans. C'est une nouvelle construction. On a ouvert l'école en 2011, mais elle existe depuis l'an 2000. Et la plupart de nos élèves proviennent de familles unilingues, acadiennes, mais c'est unilingue anglophone. Donc, moi, je réfléchis souvent comment est-ce qu'on peut aider ces enfants à nourrir la connexion à nourrir ces liens entre les enfants et leur héritage. J'ai quelques idées là-dessus, je vais aller brièvement là-dessus. Moi, je pense qu'on doit bâtir le pont pour ces enfants-là avec l'identité bilingue. On sait que la minorité francophone, ça fait peur un peu parce qu'on ne comprend pas encore si l'identité bilingue est un état stable ou est-ce que c'est une étape transitoire vers la majorité. Mais pour moi, qui vois ma fille en train de s'intégrer à la communauté française, j'espère qu'elle pourra s'identifier un jour comme une personne bilingue et qu'elle aura sa place au sein de la francophonie. L'autre chose que je voulais ajouter aussi, c'était le sens d'appartenance. Et de voir si, avec une identité bilingue et un sens d'appartenance développé pour ces enfants-là, est-ce qu'on sera en mesure de créer, de bâtir un pont qui va faciliter le rapprochement
entre ses enfants, ses familles et la francophonie pour ensuite contribuer de façon significative à la revitalisation de la communauté francophone en milieu minoritaire. Merci. Alors, je vais remercier Hélène, Mary et Rachel pour ces communications fort intéressantes. Et comme ce matin, nous avons une période d'une dizaine de minutes pour des questions avant la pause. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous diriger au micro et vous pouvez les adresser à l'une ou l'autre des conférencières ou aux trois ensemble. Merci, Mme Cormier. La question, c'est l'attention de Mme de Varenne. C'est la question des attentes des parents, comme vous avez fait une mention au début de l'énoncé. Puis, ma question, c'est spécifiquement les attentes des parents pour la langue. Mais j'ajouterais un peu, pas question qu'on veut qu'ils soient bilingues et tout ça. Mais je me demande jusqu'à quel point, dans quelle mesure les parents souhaitent une qualité de langue parlée pour leurs enfants. Puis pourquoi là, c'est devenu une rengaine pour moi, c'est qu'en l'an 2010, les statistiques du CSAP en Nouvelle-Écosse, qui est le Conseil scolaire francophone acadien, démontrait que 78% des élèves qui arrivaient à l'école ne pouvaient pas comprendre des directives de base. Alors, c'est les trois quarts des élèves de familles, entre guillemets, acadiens, mais sûrement des familles exogènes. Puis ma conclusion, c'était qu'on avait laissé à l'école la question de franciser ou d'apprendre la langue aux enfants qu'à la maison, on ne s'en préoccupait pas du tout, c'était l'école fera ça. Puis je me demande si vous avez remarqué quelque chose de semblable chez les Autochtones, que là aussi il y a un certain laisser-aller, qu'on laisse à l'école le besoin de faire certaines choses et qu'on ne s'en occupe pas en famille. Il y a plusieurs volets à la question. Je vais commencer par renverser un peu la question. Le fait que 80%, je ne me souviens plus exactement des statistiques, des enfants n'étaient pas capables de fonctionner en français n'est pas nécessairement garant du succès qu'ils vont avoir en français rendu en 5e année, 10e année, etc. Parce que le capital culturel, je vais revenir à ça, les outils qu'ils ont, s'ils manipulent très bien la langue en anglais, puis il y a quelqu'un qui l'a dit ici aussi, ils vont rapidement très bien manipuler la langue en français. Donc, il faut réellement se préoccuper de quels outils, quelles ressources que les enfants ont. Ça, c'est un. Et de deux, est-ce que les parents se préoccupent de la qualité de la langue? Encore une fois, je dirais, est-ce que c'est deux parents francophones? Est-ce que il y a plein de questions qu'il faut regarder. Comme parents, deux parents francophones, normalement, qui sont de classe moyenne à supérieure, vont effectivement développer la qualité de la langue à la maison. Des parents d'un couple exogame pour toutes sortes de raisons. Ça, il y a des gens ici qui pourraient mieux en parler que moi, vont choisir de vivre en anglais. Chez les Autochtones, la situation, je dirais, est pire que chez les francophones, et ça m'a un peu... je ne sais pas, je n'avais jamais réfléchi, parce qu'il y a 3 générations, surtout dans l'Ouest canadien, les parents étaient dans les écoles résidentielles,
On a enlevé les enfants à 5 ans de leur famille. On changeait leur nom à un nom francophone, anglais. On les forçait à parler anglais. Donc, quand ils retournent à la maison, ils ne parlaient plus leur langue. Et ce sont des parents qui ont choisi de ne pas parler leur langue, même s'ils s'en rappelaient à leurs enfants. Parce que parler sa langue, c'était égal à ne pas réussir dans la vie. Puis comme que les parents veulent que leur enfant réussisse, ils ont choisi de leur parler en anglais. Le résultat, c'est que leur anglais n'était pas très fort. Donc, les enfants ont un vocabulaire très développé, nécessairement. Ils sont ni lingues, ce qu'ils disaient, ni lingues. Donc, ils ne comprennent pas, ne peuvent pas parler leur langue maternelle, ne maîtrisent pas l'anglais, qui est souvent la langue d'instruction dans les écoles. La réponse courte. Alors, merci pour cette question et pour cette réponse. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Ah, Rodrigue, vite. Je pense que des présentations comme ça méritent des questions. Ma question est peut-être plus pour Rachel, mais je pense que si les autres, vous voyez des éléments de réponse, je vous invite à élaborer aussi. Moi, ce qui m'a frappé de la présentation de Rachel Gauthier, c'est le fait qu'elle prenne des concepts, premièrement des concepts très complexes. Si vous avez déjà lu du Bourdieu, là, c'est pas de quoi, c'est pas de quoi pour vous endormir. Parce que vous allez être tellement frustré, difficile à comprendre que vous allez rester réveillé. Mais c'est quand même des concepts très puissants qui sont reconnus dans la littérature, mais une littérature surtout sociologique. Et ce qui m'a impressionné, c'est que toi, tu as pris ces concepts-là et tu les as un peu personnalisés, tu les as intégrés à ton vécu. Et ça, je trouve que c'est formidable. Déjà là, d'avoir fait cette réflexion, c'est déjà quelque chose. Mais je me demandais juste si tu étais intéressé après avoir analysé ton expérience personnelle, de les resociologiser, si je peux dire, dans le sens de les amener de nouveau à voir comment ces concepts-là pourraient s'appliquer à nouveau à la société et voir plutôt les problèmes d'une collectivité comme celle de l'île Prince-Édouard pour voir si elle peut retrouver ses sources et peut-être tenter de retraverser le pont comme toi tu as voulu le faire, mais est-ce qu'il y aurait aussi des perspectives sociales qui pourraient t'intéresser? Le gros du travail que je vous ai présenté cet après-midi était mon projet de... J'ai fait ma maîtrise à UPEI, puis j'ai terminé, mais ça fait déjà quand même une douzaine d'années. Et justement, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu au niveau de Bourdieu, de Skutnam Kangas, et j'ai comparé, j'ai pris ces concepts et justement, j'ai fait ce que vous venez de dire, j'ai examiné l'expérience des Acadiens à l'île de Prince-Édouard à travers ces lentilles-là. Et l'idée des enjeux, les rapports de force et comment ces aspects ont vraiment joué ou ont un impact au niveau de la société francophone acadienne de l'île de Prince-Édouard et aussi de son système scolaire. Et comment, justement, les décisions qui ont été prises par rapport aux écoles françaises ont accéléré, disons, le transfert linguistique et aussi identitaire. Il y avait le système scolaire qui contribuait au transfert linguistique, mais je crois que aussi les rapports de force ont fait en sorte que l'identité des Acadiens a été beaucoup touchée aussi. Ils ne voulaient plus s'identifier en tant que francophones ni en tant qu'Acadiens. Donc, j'ai fait cette réflexion-là et je compte reprendre la réflexion pour comme toile de fond, disons, ou pour début de mon doctorat. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Nous
nous allons prendre une dernière question avant la pause. Mes excuses, Mary, mais je vais poser la question à Hélène à nouveau. Hélène, quand j'ai vu la photo de l'enfant triste et l'enfant heureux, puis que l'enfant triste était du côté de l'apprentissage concerté, l'enfant heureux était du côté de l'apprentissage du développement naturel, je me suis posé des questions par rapport à notre système, puis la valeur des parents aujourd'hui. Il semble qu'on pousse beaucoup les enfants et le développement naturel semble manquer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est une très bonne question. Puis, j'ai des bonnes nouvelles. C'est depuis que Annette Lareau a développé les concepts d'apprentissage concerté et de développement naturel, il semble avoir une prise de conscience chez les parents qu'on ne peut pas toujours pousser nos enfants, puis il faut leur donner un petit peu de temps libre. De l'autre côté, on a mis beaucoup d'initiatives en place à travers le monde, ici et là, des mécanismes qui aident les parents de familles de statut défavorisés, économiquement défavorisés, pour que les parents lisent à leurs enfants ou qu'il y ait des mentors si les parents ne sont pas capables parce qu'ils travaillent 12 heures ou 15 heures par jour, qu'il y ait des mentors qui lisent. Donc, de plus en plus, la littérature parle de pratiques parentales parce qu'on est en train de croiser ces différentes pratiques-là. J'en ai pas parlé parce que c'est nouveau, puis aussi parce que là, ça nous donne quand même une toile de fond pour comprendre nos différentes pratiques parentales. Mais de plus en plus, on parle de pratiques parentales, point, à la ligne, parce qu'on a cette prise de conscience-là. Alors, merci à vous trois pour ces très intéressantes communications. Et là, et pour cette période de discussion aussi, là, je vous invite à prendre une pause de, je vais dire, 10 à 12 minutes, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Les communications étaient tellement intéressantes. Et j'ai dit c'était une pause, mais je pense qu'il reste quelques breuvages, quelques muffins, quelques fruits dans le salon du personnel. Donc, je vous invite à passer et en prendre aussi. Alors, on se retrouve dans 10 minutes, s'il vous plaît.